injustice dont est victime un peuple, le peuple palestinien. En décembre 2022, la Tunisie avait voté pour la résolution 77-247 parce qu'elle était, et elle est encore, convaincue que l'avis juridique, impartial et éclairé de la Cour, donné en réponse aux questions posées par l'Assemblée générale, est nécessaire, non seulement à l'Assemblée générale et aux Nations unies, mais plus, il l'est à la communauté internationale dans son ensemble. S'agissant des questions relatives à la compétence et au pouvoir discrétionnaire, nous considérons que les arguments qui ont amené la Cour, dans son avis consultatif, conséquences juridiques de l'édification d'un mur en territoire palestinien occupé, à conclure que, je cite, non seulement elle a compétence pour donner un avis sur la question qui lui a été posée par l'Assemblée générale, mais encore qu'il n'existe aucune raison décisive pour qu'elle use de son pouvoir discrétionnaire de ne pas donner cet avis. Fin de citation. Que ces arguments, donc, valent pour la présente demande d'avis. Il est toutefois un argument spécifique qui milite pour le caractère éminemment juridique des questions posées dans la présente demande d'avis qui mérite d'être développée. La référence par l'Assemblée générale successivement à l'occupation, à la colonisation et à l'annexion montre que c'est bien le droit qui est au centre de la question posée. En effet, au vu des politiques et des pratiques d'Israël dans les territoires occupés, il s'agit de répondre à la question suivante. Pouvons-nous encore parler d'une occupation entendue comme le fait pour un territoire d'être placé sous l'autorité d'une armée ennemie? N'est-ce plus désormais un euphémisme? Israël n'est-il pas allé bien au-delà en annexion de jure ou de facto les territoires palestiniens, en adoptant des lois et mesures discriminatoires, en assiégeant Gaza depuis 2007 et en menant depuis le 7 octobre 2023 une guerre d'anéantissement? Et en allant au-delà, dans quelle catégorie juridique la présence illégale d'Israël dans les territoires palestiniens doit-elle être classée? Contrairement à ce que l'on a pu prétendre, la réponse de la Cour, donnée à titre consultatif à une telle interrogation, ne ferait en aucune manière obstacle à un règlement politique négocié du conflit. Bien au contraire, il est utile aux négociations que les négociateurs soient éclairés par un tiers impartial sur ce que, en droit, ils sont en mesure d'exiger et sur ce à quoi, en droit, ils peuvent ou doivent renoncer. Mais voyons d'abord de quelle violation il est question, nous verrons ensuite leurs conséquences juridiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour, vous disposez de tous les éléments qui établissent la violation continue par Israël du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, de la mise hors la loi de l'agression, de l'interdiction de l'acquisition des territoires par la force, des violations à la fois graves et persistantes des droits humains des Palestiniens, ainsi que des règles dont la Cour a dit qu'elles sont intransgressibles du droit international humanitaire. Parmi ces éléments, nous référons en particulier à ceux établis par les décisions du Conseil de sécurité qu'on ne peut accuser d'avoir un parti pris contre Israël, et par la Cour dont il serait incongru de douter de l'indépendance dans son avis du 9 juillet 2004. L'ensemble des principes et règles violés figurent dans la liste non exhaustive des normes impératives du droit international général, annexée par la Commission du droit international à son projet de conclusion relative à la détermination et aux conséquences juridiques
des normes de Jus Cogens. La Cour, quant à elle, a qualifié certaines des normes violées de règles de Jus Cogens. Il en a été ainsi de l'interdiction de la torture et des crimes constituant des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 et au protocole additionnel à ces conventions. D'autres ont été qualifiés de droits ou d'obligations erga omnes, de principes cardinaux, de principes intransgressibles, de principes essentiels du droit international contemporain ou encore de règles dictées par des considérations élémentaires d'humanité. Nous ne pouvons, dans les limites imparties au présent exposé, analyser l'ensemble de ces violations. Il nous suffira de montrer que l'occupation des territoires palestiniens, considérée dans la durée et comme un tout, a pour finalité ultime la négation du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même, l'acquisition de son territoire par la force. Et pour réaliser cette fin, Israël n'a pas hésité à choisir le pire des moyens, le génocide du peuple palestinien. Donc d'abord, la négation du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la Palestine a été placée sous mandat A britannique. En vertu de l'article 22, paragraphe 4 du Pacte de la Société des Nations, ce mandat concerne, je cite, certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ce qui est le cas de la Palestine. Ces communautés, poursuit l'article, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement. La Société des Nations considérait donc la Palestine comme une nation, un peuple, dirions-nous aujourd'hui. Et le mandat devait, à son terme, déboucher sur l'indépendance définitive de la Palestine, et ce, sur la totalité du territoire du mandat. Tout au long de ce mandat, le Royaume-Uni a mis en œuvre la déclaration Balfour, intégrée dans le mandat britannique sur la Palestine. La déclaration prévoyait non pas la création d'un État juif, mais, je cite, l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Ce processus a abouti à la résolution 181, deuxième session de l'Assemblée générale du 29 novembre 1947, qui recommandait de placer la ville de Jérusalem sous un régime international spécial, ainsi qu'un plan de partage accordant à l'État juif 56,47% du territoire de la Palestine mandataire.